Olivier Ménaroche. Bonjour. Bonjour, merci de Comment, m'inviter. comment vas-tu, Olivier? Je vais bien, merci, merci. Avec l'été et la plage, ça va toujours bien, hein. Alors, je te propose de commencer en te présentant absolument comme tu veux. Tu dis ce que tu veux, tu as tout le temps que tu veux. Ah, voilà, là, ça peut durer très longtemps. Bon, pour faire un résumé, bon, on est quand même dans un cadre qui a trait à l'hypnothérapie, hein. Donc, mon parcours est assez particulier. Moi, j'ai commencé en fait à exercer en tant que chirurgien dentiste libéral il y a maintenant plus de 25 ans. Et il y a bientôt une vingtaine d'années, hein, un peu plus de 15 ans, je me suis rendu compte que je n'avais pas les outils pour prendre en charge les patients très anxieux, les patients qui avaient des phobies pour certaines douleurs aiguës péropératoires, hein, ou des douleurs chroniques, voire aussi des problèmes d'addiction, hein, puisque l'addiction en particulier au tabac pose des grands problèmes au niveau de la chirurgie dentaire. Et donc, j'ai cherché à me former pour être voilà, plus préparé à m'adapter à des difficultés qu'on rencontre, hein, en tant que chirurgien dentiste. Et donc, je suis allé me former il y a donc en 2005 maintenant, à peu près une vingtaine d'années, au diplôme universitaire d'hypnose médicale qui est dirigé encore aujourd'hui par le docteur Jean-Marc Benayem. Et ça a été, voilà, le pied à l'étrier, ça a été une découverte, hein. J'avais lu quelques bouquins et j'avais trouvé ça intéressant, mais le fait, voilà, de rentrer dans la pratique, de rencontrer des praticiens, on en reparlera peut-être, hein, mais ça a été pour moi l'occasion aussi de faire la rencontre de François Roustan, qui a été quand même assez déterminante, hein, et Jean-Marc Benayem également. Et à l'issue de ce DU, moi, j'ai cherché effectivement à développer les techniques hypnotiques un peu plus en accord avec la pratique du chirurgien dentiste, hein. C'est assez proche de ce que les somaticiens cherchent, hein, que ce soit des kinésithérapeutes, que ce soit des infirmières ou certains spécialistes, hein. C'est de pouvoir avoir un outil qui peut s'adapter aux soins, hein, et pouvoir accompagner des soins somatiques d'une manière efficace en général, avec voilà, la problématique de l'anxiété et de la douleur. Et depuis, voilà, depuis ce temps-là, j'ai continué à me former régulièrement. Je suis allé dans différentes écoles, je suis allé voir des abords complètement différents. Je suis allé voir du côté du magnétisme, je suis allé voir du côté de la respiration holotropique et tant d'autres choses, hein, parce que j'ai plutôt une curiosité insatiable, hein. Je suis aussi assez bibliovore. Donc, je suis allé chercher plein d'informations pour pouvoir me faire ma propre cuisine, trouver des réponses aux questions que posait ma pratique. Et puis, je suis tellement tombé, voilà, dans la marmite, j'ai tellement été passionné par ça que voilà, depuis 2 ans, j'ai eu l'opportunité de vendre mon cabinet dentaire. Et donc, je fais de l'hypnothérapie de manière exclusive. Et je suis aussi directeur d'une école de formation, hein, qui s'appelle Obi-Wan Formation, et j'ai écrit 3 livres. Donc voilà, je suis rentré de plein pied dans l'aventure de l'hypnose à 100%, quoi. Très bien, donc tu es parti d'un constat, c'était dans ton travail, tu avais un manque. Voilà, tu le dis Oui, concrètement. Tu es oui. parti te faire former dans une école que je trouve sympa, puisque c'est la même école, c'est de là qu'on se connaît. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est ce que tu dis après. C'est-à-dire que je me rappellerai toujours des remarques de François Roustan quand tu te rappelles, une équipe de chirurgie vasculaire dit comment doit-on faire? Ben, il dit vous faites, on verra après. Ça veut dire chacun va se lancer, va faire, va oser. Le cadre, on le connaît, il est clair, et après la pratique, elle va nous faire comprendre ce qu'il faut faire ou pas faire. Mais tu as raison, il faut apprendre ce qui nous sert dans notre métier. J'ai commencé l'hypnose pour une histoire d'une douleur sur un patient, c'est ça qui m'avait évoqué ça, avec un cancer, quelqu'un qui allait disparaître. Et finalement, j'ai trouvé dedans une réponse pour les addictions. Et en étant addictologue et en avançant de plus en plus, un jour, je vois arriver le TDAH, et du coup, aujourd'hui, j'intègre l'hypnose dans certains aspects du trouble de l'attention, et évidemment dans les addictions. Donc, je pense qu'on a quelque chose qui colle avec notre pratique, avec notre propre regard. Alors, moi, j'aimerais que tu nous dises, finalement, quand tu parles de curiosité, quel est le sens et quelle est l'utilité de la curiosité dans la vie tout court? Oh, c'est un grand débat, hein. Bah, la curiosité, j'ai l'impression que c'est ce qui permet de rester en mouvement, c'est ce qui permet de rester
quelque part un peu vivant, hein. Si on est plus, si on perd la curiosité, d'une certaine manière, je pense qu'on va perdre son enthousiasme, hein. Et le fait de s'émerveiller de choses différentes, hein, ça permet voilà, de continuer à progresser, de continuer à avancer d'une certaine manière, hein. Et moi, ce qui me passionne encore aujourd'hui, c'est de voir, à partir d'un point de départ, hein, qui est l'hypnose et l'hypnothérapie, qui nous rejoint tous les deux, c'est de voir comment on peut faire des liens avec des tas de domaines, hein, qui ne sont pas forcément a priori liés et qu'au final, il y a énormément voilà, de choses qui se rejoignent, hein. Toutes les manières d'avoir des états modifiés de conscience, par exemple, on en parlera plus tard, que ce soit la musique, que ce soit, pour certains, ça va être des abords qui vont rejoindre le chamanisme, par exemple. Aujourd'hui, il y a une médecine psychédélique qui reprend son essor. Dernièrement, la semaine dernière, j'ai essayé une lampe particulière, hein, qui permet avec des programmes de LED, hein, de provoquer une forme de transe visuelle, on va dire. Voilà, le fait de faire des liens avec des choses apparemment sans relation, je trouve ça passionnant. Et puis oui, la curiosité, c'est ce qui permet d'avancer, de voir il y a des tas de choses à découvrir et on a fait que commencer à apprendre en général, oui. Alors tu dis la curiosité, ça permet de rester vivant et d'être en mouvement. C'est ça que tu viens de dire. Oui, oui. Donc depuis que j'ai commencé à faire les interviews, j'entends parler de mouvement et Mhm. j'entends parler d'intuition. Jean-Marc parle d'intuition, il y en a pas beaucoup qui en ont parlé comme lui. Et puis on entend parler aussi de l'écoute du corps, de retrouver la position d'un corps. Et quand on va ressentir son corps, l'esprit va se remettre en rapport avec le corps. Globalement, c'est un peu ce qui va être développé par la plupart de nos collègues, de nos amis. Euh, Ça y est, on est dedans. On parle du corps, on parle du mouvement. Est-ce que le fait, tout simplement, de rentrer dans un rythme veut dire qu'on est en train de rentrer dans un mouvement présent, un mouvement présent qui nous fait bouger, on ne fait pas du surplace? Ça, c'est ma première question. Et la seconde, c'est est-ce qu'on a besoin du rythme pour être dans le mouvement? Euh, Ce que je voulais rajouter par rapport à la question précédente, c'est que la curiosité, elle peut s'appliquer à ce qu'on veut découvrir et apprendre, mais c'est aussi un mouvement qu'on peut avoir face à un interlocuteur, face à un patient, être curieux de comprendre comment il fonctionne, de comment il a créé son univers, hein, quel est le monde qu'il habite, hein. Ça fait partie de cette curiosité, c'est d'être curieux à l'autre. Après, la question du rythme, oui, ça c'est intéressant, hein. Comme tu le sais, je suis très intéressé par la musicothérapie et par le fait qu'on est animé par des rythmes biologiques, hein, à tout niveau, hein, qui sont à des niveaux étroits comme les battements cardiaques et qui peuvent être beaucoup plus larges comme des rythmes circadiens par exemple, hein. En fait, toute notre vie est rythmée par un certain nombre voilà, de tempos biologiques auxquels on est soumis. Et le mouvement, on le sait, hein, est ce qui permet non seulement d'avancer, mais aussi voilà, de résoudre certaines fois des sidérations, des blocages. Quand il n'y a plus de mouvement, il y a plus de rythme, hein, bien souvent, il y a de la pathologie. Alors, quand tu parles du rythme, tu veux dire, en fait, un lien qui s'appuie sur un tempo, mais un lien à ce qu'il y a autour, un lien à ce qu'il y a entre nous et ce qui est autour. Est-ce que tu veux dire que le rythme peut être quelque chose de complètement isolé, en totale autarcie? On va mettre un rythme sur un métronome, sur un piano, sur une table. On le regarde, on ne joue pas de musique, on ne chante pas, on ne parle pas. On demande au patient même de tourner la tête pour pas voir le mouvement, mais il va l'entendre. Mhm. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On est dans du lien ou on n'est pas dans du lien? Alors, je sais pas effectivement où tu veux en venir. Moi, ce que j'avais remarqué, c'est une expérience que tu connais peut-être, hein, c'est que quand on met deux métronomes qui sont à des rythmes différents côte à côte, à un moment donné, ils vont se synchroniser, hein. Il va y avoir physiquement quelque chose qui va les mettre en mouvement. Euh, je crois qu'on est perméable au rythme qui nous entoure et on ne peut pas penser que ça peut être complètement hermétique
hermétique, hein, complètement isolé. Donc les rythmes qui nous entourent vont nous influencer d'une certaine manière, oui, je pense que c'est le cas. Donc on va rentrer en lien. Oui, L'influence ben, dont tu parles, euh, on a parlé avec Margali de Klein, qui parle du temps, qui dit le temps passé, c'est passé, le temps à venir, on ne le connaît pas. Et donc finalement, on ne peut dire qu'une chose, c'est que notre présent est influencé par le passé et que notre présent va influencer le futur. C'est la seule chose. Et ça veut dire que quand on est devant un patient, tu es devant un patient qui vient te voir parce qu'il a peur de la douleur, il a eu peur dans un geste un jour, donc il ne veut plus être opéré, par exemple, des dents, des choses comme ça. Il est avec toi, tu t'installes à côté de lui, tu mets un métronome, tu ne dis rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? alors c'est une expérience qui pourrait être intéressante, hein, que j'ai jamais tenté, hein. Euh, D'une certaine manière, moi je pense que le métronome va avoir un effet qu'on connaît bien en hypnose, hein, cet effet répétitif, hein, qui va avoir tendance à un peu focaliser l'attention, hein, et à modifier d'une certaine manière la relation au monde. Est-ce que toi, tu as déjà fait cette expérience de mettre un métronome sans rien dire? Honnêtement, j'en fais plein. J'en fais plein. Et je l'ai fait avec mon stylo, si tu veux. Je l'ai fait avec le stylo, Ouais. comme tu vois dans les films de De Funès, c'est exactement pareil. Moi, je pense que quand tu as ce que tu as dit, et la réalité, c'est ça qui se passe, c'est qu'effectivement, si j'écoute un son, ou même si je ne l'écoute pas, je l'entends. Et le seul fait de l'entendre fait que je l'ai intégré dans ce qui est autour de moi. Donc, il fait déjà partie de mon univers. La Mhm. particularité, c'est qu'on est deux à l'entendre. Et donc, ça nous met en lien. Et c'est ça, je pense, qui est intéressant. C'est que ce que tu racontais sur les deux métronomes, moi, je vais oublier les deux métronomes, et on va dire qu'en fait, quand on est en train de s'accorder avec un patient, on est en train, tous les deux, de chercher le rythme de l'autre. Donc toi, tu arrives avec une approche qui est professionnelle, de très haut niveau dans la musique, donc tu amènes quelque chose de beau, de joli, de précis, ce qui, à mon avis, est important, parce que les patients ont besoin de quelque chose de précis. Et est-ce que finalement, c'est tout simplement pas de l'hypnose que tu pratiques quand tu es, toi, en train de jouer un morceau et quand tu proposes d'écouter un morceau à quelqu'un? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est de Alors, l'hypnose? là, d'un point de vue purement musical, euh, j'ai mis un peu de temps à comprendre ça, mais je suis tout à fait convaincu que c'est le cas. Je suis tout à fait convaincu que quand on fait de la musique, on rentre tellement dans ce rythme que l'état modifié de conscience Hmm. est presque immédiat d'une certaine manière. On peut être à côté du truc de temps en temps, hein. Mais justement, quand on est pris par la musique, justement, on va complètement être absorbé et on va être dans un état hypnotique, hein. Bien souvent, ce qui se passe avec le public, et puis tout s'y prête, hein, c'est-à-dire qu'il y a cette notion effectivement de rythme qui va permettre un accordage, puisqu'on a un rythme qui est imposé et qui est vraiment présent. Et puis, il y a souvent les lumières qui vont permettre de focaliser l'attention. Et ce qui fait que les gens vont rechercher des concerts, à mon avis, hein, j'avais discuté de ça avec Dominique Méglé qui disait que pour lui, les gens allaient à la pêche euh, pour fixer le bouchon et partir dans un état modifié de conscience. Et que peu importe qu'on ramène du poisson ou pas. Et je pense que beaucoup de personnes et moi inclus, hein, qui vont écouter des concerts, je pense que ce qui est le plus agréable, c'est de justement de se laisser embarquer dans cette transe musicale. Alors, t'as dû entendre les propos de Laurent Carilla, qui, quand il évoque sa passion pour le rock acide, un rock bien particulier, avec beaucoup de spectacles sur scène, avec des feux d'artifice, etc., il explique effectivement que les feux d'artifice font partie de ce qui excite l'attention et qui provoque du plaisir, avec des sécrétions de dopamine importantes. Il décrit quelque chose qui est vraiment intense. Ce que je remarque dans la musique, puisque tous les deux on s'en sert, c'est qu'on peut avoir quelque chose de très discret, qui va être un peu le contraire en fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose de très fin, de très subtil. Quand je mets quelques lignes sur Internet, c'est ça que je veux dire. Je veux montrer qu'on a juste besoin d'amener une toute petite ligne musicale qui va rappeler quelque chose. Et c'est comme si on était en train de s'approcher doucement du patient. Quand tu es dentiste, tu t'approches d'un patient, tu ne travailles pas à 3 mètres. Il y a un moment où tu viens près du patient. Donc tu vas entrer en Ah contact oui. avec lui. Dans l'hypnose, c'est un peu différent. On peut garder de la distance, certains vont être plus proches, mais c'est vrai qu'on va trouver cette distance probablement grâce en particulier à la musique. Quelle est la personne qui te parle musicalement, là, dont tu as envie de parler, qui t'a marqué, qui t'a donné envie peut-être de faire le lien entre les deux d'ailleurs avec l'hypnose? Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est un moment? Est-ce que c'est un patient?
un ami. Alors, j'y ai pas vraiment réfléchi, mais là, spontanément, ce qui me vient à l'esprit, c'est un musicien israélien qui s'appelle Avishai Cohen, qui est un contrebassiste, hein, et qui a une écriture rythmique, justement, qui est très particulière et que je trouve très hypnotique. Et en particulier, il bouscule un peu les habitudes, hein. La plupart des rythmes habituels sont en 4/4, hein, c'est-à-dire 4 temps par mesure. Et je crois qu'il a très peu de morceaux, hein, qui suivent cette métrique-là. Il a ce qu'on appelle des mesures asymétriques, que je trouve très hypnotiques. Et voilà, c'est un musicien que je trouve absolument fabuleux, que j'ai plaisir à voir assez fréquemment et qui est toujours assez surprenant. Et vraiment, enfin, il a vraiment la capacité à absorber son auditoire. Et pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, écouter Avishai Cohen, c'est quand même une expérience tout à fait singulière. Le mieux, c'est de le voir en concert, Voilà, évidemment. Puis c'est la voilà. période des festivals, hein, donc Mm. là, on peut les voir. Il est passé à Juan-les-Pins il y a une dizaine de jours. Et je pense qu'il doit être en tournée partout, hein, mais voilà. Ça, Alors, c'est un musicien. l'an dernier, j'ai eu la chance, on a eu la chance de le voir à Chamonix, donc dans un cadre absolument féerique. C'était l'année d'avant, en fait. Et c'était tout à fait étonnant parce qu'il était, c'était il y a 2 ans, avec son trio, avec un batteur qui est une femme Oui. étonnante. Et je dirais que tout était hypnotique, que ce soit son batteur qui jouait de façon très hypnotique, le pianiste qui accompagnait complètement, et puis lui qui avec sa contrebasse bougeait, en plus il met des mouvements quand il joue, donc on est vraiment dans une transe surprenante. Et, et- et eux-mêmes, ils sont dans une forme de fusion qui leur permet, hein, de faire cette musique qui est très complexe, hein, euh, à tout point de vue, hein. Et je pense qu'ils ne pourraient pas exceller à ce niveau-là sans être dans une forme de fusion euh, qui est, à mon avis, due à une forme d'état modifié de conscience. Alors quand tu parles de l'hypnose, tu parles d'état modifié de conscience, quand on parle d'addiction, on est dans l'état modifié de conscience par la Oui. substance. Est-ce que finalement on doit parler d'état, puisque tout bouge? Ou est-ce qu'on doit parler de conscience modifiée? Ou est-ce que finalement on va parler d'un mouvement de coordination entre le thérapeute et le soignant dans un présent qui bouge? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, ça me ramène un grand nom de l'hypnose dont on a parlé tout à l'heure, c'est François Roustan qui, avec un point de vue très philosophique, avait discuté cette notion, hein, de définition de l'hypnose comme un état modifié de conscience pour le déconstruire complètement, hein, en disant que par définition, un état est modifié et donc c'est une forme de tautologie, hein, de parler d'état modifié de conscience. C'est vrai que d'une certaine manière, il y a certaines pathologies, hein, qui sont ce qu'on pourrait appeler des trans dysfonctionnelles, c'est-à-dire qu'il y a une forme de dissociation, hein, qui va maintenir et amplifier un état pathologique. Donc l'idée, ça va peut-être même quelquefois d'essayer de sortir la personne de cette transe dysfonctionnelle qu'on retrouve dans l'addiction, qu'on retrouve dans les troubles du comportement alimentaire, qu'on peut même retrouver dans des stress post-traumatiques, hein. Donc, c'est de pouvoir effectivement aider les personnes à se réassocier au temps présent pour quitter cette espèce d'auto-hypnose qui est pathologique, quoi. Dans ton approche, on en reparlera, on se retrouvera dans une interview beaucoup plus longue pour parler de ce que tu fais, parler de médecine intégrative. Je Oui. retiens juste une chose, quand tu parles d'un modèle, et donc d'une hypnose qui suit un modèle, tu dis toujours, et tout simplement, on n'est pas obligé de rester dans un modèle qui ne nous plaît pas. Ce qui veut dire qu'on peut très bien s'appuyer sur un modèle, mais un modèle qu'on va choisir. Et la pathologie, et là Jean-Marc insiste beaucoup dessus, il explique que si on a grandi dans un modèle, lui il va pas le dire comme ça, mais c'est ça que ça veut dire, où on a été figé, on a vécu quelque chose qui nous fait souffrir, tout ce temps qu'on va mettre pour retrouver, par exemple, qu'on a un corps et que ce corps peut nous faire rebouger et que notre tête peut refaire bouger le corps, bah, ça va nous permettre peut-être de changer de modèle. Donc, dans ce modèle, tu en avais parlé quand tu étais venu à Annecy. Est-ce Oui. est-ce que tu vas en dire un mot? Ben, l'idée, c'est que oui, on peut malgré soi, hein, être complètement influencé par des modèles qui nous ont été imposés, par l'éducation en particulier, hein. Et il y a cette méthode que j'utilise en particulier, que j'ai développée dans le premier livre, hein, qui s'appelle la modélisation hypnotique,
Et l'idée, c'est de mettre de la flexibilité hein, dans ce processus de mimétisme, qui est un processus tout à fait naturel. C'est-à-dire que c'est dans les premières semaines, dans les premiers mois de la vie, euh, globalement, que le nouveau-né va apprendre d'une manière exponentielle par l'identification à différents modèles. Donc, et puis, on considère aussi que voilà, il a un cerveau qui n'est pas complètement mature, qui lui permet d'être ouvert à tout, un petit peu comme quand on est en hypnose d'une certaine manière. Donc, l'idée, c'est de retrouver adulte hein, cette capacité qu'on a eue enfant, de pouvoir s'identifier avec le minimum de limites hein, et de barrières à un modèle qui est inspirant. Voilà, pour mettre justement de la flexibilité et faire un apprentissage qui va être étayant, hein, qui va être fonctionnel et se débarrasser de croyances invalidantes ou d'habitudes, d'automatismes qui sont plus d'actualité, quoi. Alors le modèle, finalement, c'est quelque chose qui fait du bien ou est-ce que c'est quelque chose qui enferme? Même un modèle qu'on a choisi, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qu'on trouve remarquable, étonnant, inspirant, et on va s'en inspirer. Est-ce que ce modèle, quelque part, est quelque chose d'extrêmement réducteur? Ben, les deux, mon général, c'est que effectivement, ça peut être enfermant, hein. Pour autant, tout dépend de ce qu'on en fait, hein. C'est-à-dire qu'on peut être inspiré et c'est le cas pour beaucoup de personnes qui ont développer des challenges, qui ont été des créateurs également. C'était de s'inspirer de modèles qui les ont précédés, hein. Être assis sur les épaules des géants, c'est toujours utile. Mais ce qui est important, c'est en effet, c'est de pouvoir à un moment donné s'en détacher et ne retirer que ce qui nous correspond dans cet apprentissage pour ne pas rester voilà, figé dans une représentation qui serait rigide ou qui serait même impersonnelle, puisque on s'inspire de quelqu'un qui n'est pas nous-mêmes. Et l'idée hein, voilà, de la modélisation hypnotique, c'est certainement pas avec 2 séances d'hypnose de réussir à peindre comme Picasso, hein, mais d'une certaine manière, c'est de réveiller pour chacun sa propre créativité de manière à être fonctionnel avec vraiment son unicité et sa personnalité propre, quoi. Ce que tu dis, ça me fait penser à un peintre dont le papa était peintre extrêmement connu. Et ce peintre a souffert toute sa vie de la reconnaissance filiale avec les admirateurs qui venaient dire, ah oui, vous êtes le fils d'un tel, il peignait bien, il faisait de la peinture, lui il faisait de la peinture. Et ce peintre en question, lui, peint remarquablement bien. Mais cette notion de modèle imposée finalement par le Ouais. public était quelque chose d'étouffant. Je me disais, est-ce que l'hypnose, si on t'écoute, est pas le moyen de donner et d'autoriser l'autre à s'inspirer sans refaire forcément la même chose? Oui, probablement, hein. L'idée, c'est effectivement d'ouvrir les perspectives sans imposer un cadre rigide, hein, sans imposer une voie unique. Et il faut garder à l'esprit, voilà, la possibilité d'ouvrir plutôt que de resserrer, quoi. Et c'est là où l'hypnose est très différente que le conseil ou que le coaching, hein. L'idée, ça va être de permettre à la personne de sortir de ses limitations. Et encore une fois, l'idée n'est pas de lui en imposer de nouvelles, quoi. D'accord. Tu as parlé tout à l'heure d'Avishai Cohen. Est-ce Oui. que tu as un nom d'un musicien, d'une chanteuse, d'un compositeur que tu aimerais partager pour que cet été, eh bien, quelqu'un le découvre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a surpris ces derniers temps ou même depuis longtemps? Moi, oui, il y a un musicien qui m'a toujours inspiré hein, et qui probablement est un modèle pour moi et d'une manière voilà, qui me permet, moi, d'explorer la musique à ma manière, puisque je sais que je suis forcément différent de lui, mais ce musicien s'appelle Pat Metheny. Pat Metheny, musicien américain qui a une carrière extraordinaire avec justement une capacité de renouvellement qui est absolument époustouflante, hein. C'est-à-dire que il a commencé dans un certain style et il s'est jamais enfermé, hein. Il a toujours continué à chercher, continué à évoluer. On parlait de curiosité tout à l'heure. Si vous avez l'occasion, allez voir sur YouTube, hein. Il a fait un projet il y a quelques années qui s'appelle Orchestrion. Et dans ce projet, alors qu'il avait voilà, déjà 30 ans de carrière avec un style bien en place, hein, il s'est mis
à utiliser un système qui commande des ordinateurs à partir de sa guitare avec un système qu'on appelle MIDI, hein, et il est capable, voilà, de commander des instruments à distance pour faire une forme de symphonie en étant seul au milieu d'une pièce. C'est complètement époustouflant, à la fois dans la performance et dans voilà, l'idée de faire ça, quoi. C'est vraiment époustouflant. Et il est capable, voilà, de faire des concerts où il va y avoir quelque chose de symphonique avec peut-être une trentaine d'instruments. Et il est capable aussi de faire des concerts seul à la guitare ou en trio avec une épure absolument totale, un son magnifique. Donc oui, il y a beaucoup de choses à découvrir de ce musicien pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc là, ce que À la tu... frontière, pardon, à la frontière entre le jazz, la musique progressive, c'est quelque chose quand même qui reste assez accessible. Ce concert dont tu parlais, l'affiche, on voyait son camion qui était rempli Oui. d'électronique. C'était étonnant, on se demandait si on n'allait pas rentrer dans les images de Jean-Michel Jarre. Ça faisait penser à ça, l'affiche de la tournée. Tu montres que ta passion auprès des patients, c'est d'aller vers eux en passant par quelque chose de nouveau. Tu aimes que ce soit beau, que ce soit original, nouveau, tu aimes explorer des univers, tu les complètes, c'est comme ça que tu construis les choses, comme on construit de la musique en fait. Tu construis une formation et un spectacle en associant ce qu'on est en train de dire. Ouais, je crois que c'était André Weisenhofer qui disait que pour lui, une séance d'hypnose, c'est 50% de médecine et 50% d'art. Hein, et que quelque part, à la fois, il y a une rencontre ben, qui s'articule au niveau d'un objectif médical, hein, et en même temps, il y a quelque chose qui est un peu impalpable hein, et qui est dans la rencontre, dans l'accordage, dans le fait qu'il y a une co-création, hein, comme du piano à quatre mains. Hein. En fait, on joue une partition qui n'est pas écrite en improvisation hein, quand on est face à un patient. On a eu l'occasion de participer ensemble à un atelier que tu avais désigné à Annecy, hein, qui parlait de cette improvisation thérapeutique. Quelque part, voilà, ça fait le lien avec ce qu'on vient de dire. Hein. Il y a vraiment un moment de rencontre, comme ça peut se faire entre différents musiciens qui d'abord vont prendre le temps de s'accorder, vont un petit peu définir un objectif peut-être hein, plus ou moins précis. Et puis, à un moment donné, il faut y aller. Et puis, il y a ces échanges, hein, cette espèce de ping-pong qui fait que, il y a quelque chose qui va se créer et qui est supérieur à la somme des parties, quoi. Hier, je voyais une patiente qui est dans une consommation de cocaïne et qui venait parce qu'elle s'injecte toujours la cocaïne. Je mets une musique, je lui propose de faire une expérience d'hypnose et je mets Saint-Germain. Mhm. Rapide. Année 2012, mais vraiment très rapide, très très rapide. Et donc je voyais que le rythme la gênait profondément. Et donc je lui dis, ça vous dérange? Vous aimez la musique là, que vous entendez? Elle me dit, c'est pas facile. Je lui dis, c'est rapide. Elle me dit, c'est très rapide. Je lui dis, ça vous dérange? Elle me dit oui. Ah, j'ai dit oui. Ah ouais, c'est dérangeant quand même, hein. Et puis, j'écoute, je lui dis, mais si ça vous dérange, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben oui, on peut l'arrêter ou on peut la ralentir. Ce qui veut dire que si on est dérangé par un toxique, on peut aussi le ralentir, voire l'arrêter. Et c'est Mhm. intéressant de voir, tu vois, comment on est allé vers cette possibilité de se dire, mais je peux peut-être quand même mettre un peu de calme, je peux changer quelque chose. Donc la musique, je sais pas toi comment quand tu l'utilises avec des patients, et moi ce qui me surprend toujours, quand j'étais venu, quand on s'était vu à Nice, dans ce congrès d'art et d'hypnose, Mhm. on s'était rendu compte dans les expériences que la musique, on la met pour nous, les thérapeutes au départ, et qu'on va évidemment s'appuyer dessus, s'en servir, se protéger, s'écarter. Et le patient, il va faire la même chose. Par mimétisme, il va regarder, il va se l'approprier, mais pas comme nous, il va s'approprier autre chose de cette musique. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Oui, parce que chacun va y piocher quelque chose de différent, hein. Au-delà de simplement les goûts, hein, d'une certaine manière, chacun va capter quelque chose de différent dans la musique et c'est ça qui fait sa richesse aussi. Hein. Comme dans les séances d'hypnose, chacun va Oui, chercher quelque chose de très différent. ouais. Je te demande deux choses pour terminer. Est-ce que tu peux nous conseiller un livre? Alors, déjà, peut-être redonner les titres des livres que tu as écrits, et puis nous donner peut-être pour le plaisir un livre que tu lis ou que tu viens de lire, que ce soit un roman, que ce soit ce que tu veux.
Alors, pour répondre à la première question, oui, donc là, j'ai trois livres qui sont sortis dernièrement. Donc, il y a le premier qui s'appelle La modélisation hypnotique, qui est disponible chez Satas. Le deuxième livre est plutôt un livre technique qui s'adresse aux praticiens en hypnose, qui s'appelle Manuel clinique des inductions directes. Tu vois ici. Et je viens de sortir un livre qui m'a demandé beaucoup de travail, qui s'appelle Hypnose et neurosciences, et voilà, qui vient de sortir. Là, ça a été quelque chose d'intéressant parce que ça m'a permis d'aller chercher quelque chose que je voulais avoir depuis longtemps, c'est de faire le lien entre les neurosciences, hein, entre les sciences de la conscience, hein, et du cerveau, et comment est-ce qu'on peut le considérer d'un point de vue de l'hypnose. Et d'aller chercher voilà, des articles qui permettent de mettre ça en évidence, ça ouvre un certain nombre de portes. Et je suis en train de travailler sur le volume 2 de ce livre-là pour vraiment faire un lien entre des données les plus contemporaines, hein, sur les neurosciences et pouvoir faire le pont entre ce qu'elles nous apprennent et la clinique. Hein, c'est-à-dire que quand on comprend le fonctionnement du circuit de la récompense, on va avoir des outils spécifiques pour les addictions, par exemple, hein. Quand on comprend le processus d'association de l'amygdale, on va pouvoir travailler sur les problèmes de stress post-traumatique, par exemple, etc. Donc, de faire le lien entre la recherche fondamentale et ce qu'elle découvre, hein, de manière assez étonnante, hein, depuis quelques années, de manière vraiment précise, et avec la clinique, c'est quelque chose que je trouve assez passionnant. Qu'est-ce que j'ai lu dernièrement? Alors, je lis pas mal, mais alors là, oui, ben, j'ai découvert quelque chose que je n'ai pas trouvé absolument révolutionnaire, mais assez intéressant. C'est un auteur américain qui s'appelle Schubiner, et qui est un physiologiste qui a mis l'accent depuis quelques années sur la prise en charge des douleurs chroniques, avec une première pratique qui est assez commune à ce qu'on fait en hypnose, c'est-à-dire une forme d'éducation thérapeutique, hein, qui permet véritablement de relativiser la manière dont les patients considèrent leur douleur. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, assez créatif, hein. Schubiner, il y a Alan Gordon qui travaille aussi avec lui. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, l'idée de parler de douleurs neuroplastiques. Hein, le fait que les douleurs chroniques, globalement, sont des douleurs apprises. Hein, elles sont mémorisées, elles sont engrammées. Et comme elles sont apprises, eh bien, l'idée qui est derrière ça, c'est qu'on peut les désapprendre, hein, et qu'on peut travailler à déconstruire justement ces liens neuroplastiques qui ont été renforcés à l'extrême, de telle manière qu'ils deviennent inamovibles, semble-t-il, hein, aux patients. Donc oui, Schubiner et Gordon. D'accord. Je ne sais pas s'il y avait une autre question que j'ai oubliée. Non, non, tu as répondu à tout. Et puis la dernière question, ça va être par rapport à l'art. Quelle est l'autre forme d'art que tu aimes bien? Parce que tu t'intéresses à beaucoup de choses. Donc on a parlé de la musique, on a parlé de l'écriture. Est-ce qu'il y a d'autres formes d'art que tu aimes et que tu utilises peut-être dans ton travail d'ailleurs? Euh, alors, tu parlais là du congrès qu'on avait fait il y a quelques années maintenant, hein, avec Nadine Ménran, avec l'Académie azuréenne d'hypnose. Et moi, j'avais eu le plaisir de partager un atelier avec un hypnoanalyste qui s'appelle Jean-Charles Bétan. Et on avait présenté justement, au cours de cette conférence, le fait de pouvoir avoir une médiation sensorielle grâce à l'art, chose que je ne fais pas forcément, moi, de manière régulière, mais ça m'avait vraiment beaucoup intéressé de travailler là-dessus, c'est-à-dire d'utiliser, par exemple, des photos ou des tableaux, hein, qui vont permettre à la personne qui est en face un peu de faire une projection par rapport à sa problématique. De la même manière, on avait utilisé des formes qui pouvaient être donc des sculptures, hein, ou des formes simples, mais qui étaient cachées dans un sac opaque. Et on demande à la personne, hein, d'aller explorer par le toucher une forme et voilà, de voir ce que ça lui évoque, de voir ce que ça fait ressortir. Il y a cet effet projectif que j'ai trouvé vraiment intéressant, hein, c'est-à-dire d'utiliser l'art comme un médium pour mettre un petit peu plus d'ouverture, un peu comme on pourrait faire du Rorschach, hein, par exemple, mais on a un support qui est un peu plus orienté, hein, en utilisant des tableaux ou des photos qui peuvent même avoir
de manière claire quelque chose d'assez choquant, par exemple, hein, ça permet d'ouvrir un petit peu et de surprendre et de les faire, d'avoir une surface de projection. Donc, ça m'avait beaucoup intéressé, le fait d'utiliser l'art en général. Voilà. Après, pour répondre, alors je suis je suis beaucoup moins connaisseur, hein, on va dire, hein, en peinture qu'en musique, hein, et, euh, ce qui me vient à l'esprit là, c'est les peintures de Bosch, de Jérôme Bosch, que j'aime beaucoup parce que ça semble complètement incroyable, quoi, que ce gars-là ait pu faire ces peintures qui sont complètement foisonnantes. En plein âge médiéval et qui avait d'ailleurs suscité pas mal de réactions, hein. On a vraiment l'impression qu'il était dans une dimension complètement parallèle, hein. Et je trouve ça assez... tu connais un petit peu, hein, les peintures de Bosch. Voilà, je trouve ça très surprenant et, euh, et ça laisse personne indifférent, quoi. Tu vois, ce qui est amusant quand tu parles de ça, c'est que ça me fait penser à la période psychédélique et où on présentait vraiment les artistes comme des personnes qui pouvaient créer quelque chose d'inimaginable parce qu'ils se mettaient dans un état qui n'était pas un état habituel. Euh, Ah, alors là, je pense vraiment qu'il y avait un état de conscience modifié, beaucoup plus que dans l'hypnose, là. Et effectivement, les personnes se dissociaient complètement. Mais finalement, un jour, j'ai assisté à un concert, quelqu'un dans le jazz, ils avaient énormément bu, énormément consommé de produits, et le concert était nul, mais totalement nul. Et je vais ça te... marche pas, ça marche pas, ça Ah marche ben pas comme non, on peut et non, et c'était l'imaginer. amusant parce qu'il était très connu, et quand on écoutait la sensation qu'il avait au moment de jouer, ben, ils étaient dans du plaisir, mais en fait, le lendemain, ils se rendaient compte que ça n'avait pas grand sens. Donc, c'est intéressant de se rappeler de ça. Ça veut dire qu'effectivement, l'état de conscience qui évolue, qui change avec notre vie, avec des événements, parfois peut nous amener à ne plus être conscient de ce qui se passe. C'est ça la difficulté. Et dans notre approche où tu vas te servir soit de la peinture, soit d'une musique, soit d'un tableau, on part d'un élément qui est devant nous, qui n'est pas déformé, qui est là, que chacun voit différemment, va s'approprier Oui, différemment, mais peut-être que c'est un moyen de rentrer en contact. Et dans certains concerts, malheureusement, le contact ne s'établit pas parce que ceux qui nous le font ne sont pas forcément très présents. Voilà. On a tous vu des beaux concerts, quand quelqu'un est malade, il peut pas, il n'est pas là. Il peut pas être bien. oui, oui. Oui, puis c'est vraiment c'est un mythe qui a la peau dure, hein, le musicien qui, grâce à l'alcool ou à la drogue, est meilleur, ça n'existe pas en fait. Non. Euh, euh, Mais non. voilà. Enfin moi, pareil, hein, j'en ai pu faire l'expérience avec différents artistes. Alors peut-être que de manière modérée, ça peut un peu agir sur le trac et c'est souvent ce qui fait la porte d'entrée à l'addiction d'ailleurs, hein. Ouais. Après, ça devient d'une certaine manière indispensable, hein, mais ça ne peut entraîner les personnes que dans quelque chose qui va plutôt être médiocre, hein. Euh, en général, même les grands noms de la musique se sont laissés entraîner dans une pente glissante à cause des produits, quoi. J'avais suivi une patiente qui m'était adressée par un jazzman de niveau exceptionnel, et il m'avait dit, je suis surpris, je ne comprends pas pourquoi elle ne parvient pas à être libre quand elle fait de la musique classique. C'était d'ailleurs sa formation au départ, elle était enseignante de musique Hein. classique, et comme par hasard, quand elle rentrait dans un concert de jazz, elle faisait quelque chose qui était libéré. Donc il y avait bien quelque chose, il y avait une transe qui était probablement très différente, et cette transe-là lui permettait d'être libre. C'était intéressant, on s'appuyait que là-dessus pour lui permettre de pouvoir faire la même chose dans le classique. Après, le cadre explique un petit peu ça aussi, hein, c'est-à-dire que Euh, la musique classique est très, très, très encadrée, hein, très rigide. Il y a des codes qui sont inamovibles et il y a un espace de liberté dans le jazz euh, qui, très souvent d'ailleurs, fait peur, hein, aux musiciens classiques. Il y a beaucoup de musiciens classiques de très bon niveau qui se disent, alors qu'ils ont toute la technique nécessaire, hein, qui se disent incapables d'improviser, par exemple. Ils ont été rigidifiés par voilà, une éducation musicale qui était très, très, trop stricte, à mon avis, hein. Et ils n'arrivent pas à mettre en place une créativité en dehors de ce cadre-là. Pour rebondir et terminer, hier je parlais avec Rose et on parlait du bruit des glaçons, le film de Tavernier dont la Hein, musique avait été composée par Eddie Louis. hein.
Eddie Louis me disait que pour lui, quand on met une danseuse classique contemporaine entre deux barres dans un espace tout petit pour qu'elle s'entraîne, c'est un espace qui est tellement petit, tellement contraignant qu'elle a une liberté phénoménale. C'est sympa, hein. Ça veut dire qu'on va pouvoir se trouver libre parfois, même quand les limites semblent très étroites. Il y a un cadre, en fait. La question, c'est pas de Oui, oui, savoir si c'était trop ou pas. oui, oui, d'une certaine manière, le trop de liberté aussi, ça peut être bloquant, hein. C'est la panne de la page blanche, hein. Quand on a trop de liberté, on reste sidéré d'une certaine manière aussi, hein. Donc, il faut trouver le juste équilibre, hein, pour pouvoir développer sa créativité à partir d'un cadre qu'on choisit. Alors, tu sais que pendant quelques mois, j'avais participé à l'écriture du Jazzophone, la revue de ta région, où j'avais Oui, appelé ça Hypno-Jazz. C'était une très belle expérience et j'aimerais bien, tu vois, pouvoir retravailler ça, pourquoi pas avec toi et puis avec Henri Bensoussan, ce serait sympa de se ah oui, repencher sur oui. pourquoi le jazz peut être hypnotique et que les personnes qui l'entendent comprennent que être un peu à contretemps parfois, ben, c'est se mettre un peu en retrait, un peu en recul pour voir les choses un peu différemment. C'est plutôt sympa. Ça devient de la vie Cohen. Oui, oui, bah, avec plaisir, oui, ça peut être intéressant. Olivier, merci d'avoir été présent une nouvelle fois. Merci. Et Merci à puis, toi, avec la grand dernière fois, plaisir. tu étais à San Francisco. Cette fois-ci, tu es chez toi, tu es sur la Côte d'Azur. Passe un bon été et à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au revoir.